Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Catherine Meurice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, autrice de bande dessinée. Il y a deux belles choses qui vous sont arrivées ces dernières semaines. La première belle chose, la voici, l'album Humaine, trop humaine, chez Dago, qui rassemble les planches que vous publiez, chez Dargaud, pardon, que vous publiez chaque mois chez Philosophie Magazine. On va y revenir. Et puis votre entrée historique à l'Académie des Beaux-Arts, ou plutôt votre installation, parce que vous avez été élu il y a 2 ans, et installé donc officiellement il y a 15 jours au fauteuil numéro 6 de la section gravure-dessin. Vous êtes devenue, Catherine Meurice, la première dessinatrice de BD à faire son entrée dans cette institution. Et avec vous, le 9e art, on a envie de dire enfin. Ah oui, enfin. Enfin, oui, l'Académie est parfois lente, mais elle ne se trompe pas toujours. Je cite mon confrère Adrien Goetz qui m'avait emmené dans cette affaire. C'est un peu à cause de lui que je suis rentrée. Il m'avait dit à l'époque, il y a 3 ans maintenant, voilà, l'Académie s'ouvre. Il y a une rumeur, la bande dessinée pourrait être accueillie, et c'est ce qui a été fait. Donc j'en suis très très heureuse. Et je ne serai pas la dernière, bien sûr. Bien sûr, vous avez dit que quand vous avez appris votre élection, vous avez eu la même réaction que quand vous avez décroché le job à Charlie Hebdo. Vous aviez une vingtaine d'années, alors vous avez explosé de rire. Oui, parce que c'était très, très gros. C'était à la fois un rire intimidé et puis l'expression de la joie, tout simplement. Oui, parce que j'ai pas cherché du tout. Enfin, je n'aurais jamais pensé être un jour à l'Académie. Et bon, c'est arrivé, comme à Charlie Hebdo, voilà. Un art majeur auquel vous avez rendu hommage avec tous vos héros, de Bretéché à Sampé, en passant bien sûr par les dessinateurs de Charlie lors de cette cérémonie pour laquelle vous aviez vêtu le costume d'apparat de circonstance. On va en écouter un extrait. À l'origine, il y a le dessin. Le dessin parle souvent mieux que son propre auteur. Il est plus audacieux, moins timide, parfois moins bête. Malgré la vitesse d'exécution, il a pris le temps de réfléchir. Maîtrisé, il se conjugue avec l'inconscient et triomphe du surmoi. C'est la main qui dirige, plus que la tête, confie l'illustrateur Quentin Blake. Dans ce paradoxe du dessin réside sa magie et une surprise pour le créateur lui-même. Quand le premier trait est jeté sur le papier, le dessinateur est encore ignorant. Une fois le dessin achevé, c'est tout un monde qui est apparu et qui respire, tel un être vivant. Il s'agit moins de préciser des contours que de dire une vérité. Le dessin, c'est tout et c'est vrai. Et cela remonte même au temps d'une communication antérieure au langage. Le dessin est la patrie perdue de l'enfance. Le dessin est la patrie perdue de l'enfance. Pourquoi est-ce que les dessinateurs, dessinatrices disent souvent d'eux qu'ils sont simplement de grands enfants qui n'ont jamais lâché leur crayon ? Ah, je ne sais pas si on dit que nous sommes de grands enfants. En tout cas, nous n'avons jamais lâché le crayon, ça c'est sûr. Et il y a un lien évident entre la bande dessinée et l'enfance, sans pour autant que la bande dessinée soit réservée aux enfants. Ça, on le sait maintenant. Il y a vraiment énormément d'auteurs et d'autrices qui parlent aux adultes et qui font des choses extraordinaires. Mais c'est vrai que tous les dessinateurs vous diront qu'ils dessinent depuis toujours. Et contrairement à beaucoup d'autres qui font d'autres métiers, qui lâchent le crayon. Oui. Dans votre discours, Catherine Meurice, il a beaucoup été question d'abri, celui que vous offre la coupole de l'Académie des Beaux-Arts et celui que vous offre la bande dessinée. Quelque temps après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, auquel vous avez échappé de peu, vous avez arrêté le dessin de presse. Vous dites que dans la bande dessinée, votre jeunesse, comme la nôtre, est à l'abri. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai eu le sentiment que ma jeunesse prenait subitement fin le 7 janvier 2015 parce que j'ai grandi avec les dessinateurs de Charlie. Je suis arrivée assez tôt. Quand j'ai eu 21 ans, en fait, j'ai fait connaissance avec eux et j'étais embauchée plus tard. Bon, j'ai quitté le journal définitivement il y a 3 ans maintenant, mais j'ai fait des études de lettres, des études d'art, mais j'ai aussi appris énormément à Charlie, auprès de Cabu, Wolinski, Charb, Lust, Ignace, Honoré, etc. Donc c'était très important pour moi déjà de les citer en ce jour d'installation sous la coupole. Et oui, j'ai laissé tomber le dessin de presse depuis pour conserver intactes mes années à Charlie et pour développer. Mes colères sont les mêmes aujourd'hui, hein, mais elles sont transformées, elles sont exprimées différemment dans la bande dessinée. Je crois que c'est la temporalité qui me convient, en fait, la bande dessinée. Ouais. Vous avez raconté votre reconstruction après l'attentat dans un album précédent magnifique qui s'appelle La légèreté, dont le propos, entre autres choses, est de dire que tant qu'il y aura du beau, on ne sera jamais complètement foutu. Est-ce qu'on arrive à la satiété du beau ? Non, jamais, heureusement. Heureusement, parce que le beau, il faut essayer de le voir, le trouver. C'est une quête sans fin et tant mieux. Le beau, on peut le voir dans des situations extrêmement triviales, comme dans des œuvres magistrales. Et il suffit d'observer, d'être attentif
Et ça, c'est le travail de toute une vie, heureusement. Est-ce que vous vous autorisez de vous dire parfois que vous y participez aussi à ce beau? Je pense aux dessins que vous avez rapportés de vos voyages au Japon, notamment, qui sont magnifiques. Non, je me dis pas ça, et tant mieux. Mais non. On vous le dit peut-être. Oui, mais oui, non, faut pas trop entendre ça. Non, je me le dis pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un travail, c'est un processus. Il faut surtout pas que je me regarde dessiner ou que je me regarde assembler des choses belles ou pour en faire. Non, surtout pas. En plus, j'ai une grosse tendance à l'autocritique et à l'autodérision dans mon travail, donc je ne vais surtout pas prendre le beau. Je prends la quête du beau au sérieux, mais je ne veux pas du tout me prendre au sérieux dans cette entreprise. Il y a le beau et l'humour, toujours dans vos BD. Catherine Meurice, et là on entend la voix de Wolinski qui disait que sans humour on crèverait d'ennui. Et donc dans cette BD-là, Humaine, trop humaine, qui reprend les planches donc, que vous signez tous les mois pour Philosophie Magazine, et dans lequel vous croquez, vous malmenez les grands philosophes de Kant à Nietzsche, qui se retrouvent malgré eux dans des situations du quotidien. La philosophie, c'est pour nous comme un des mortels une matière intellectuelle souvent impressionnante. Est-ce que c'est votre façon à vous de la dédramatiser ? Oui, il y a en effet ce désir-là, même s'il n'est pas unique, ce n'est pas vraiment la seule motivation. Mais j'ai souvent en tête une phrase du philosophe Comte Sponville qui dit que vaudrait une pensée si elle est coupée de la vie, que la vie soit gaie ou triste, en fait. Et je crois que j'essaie de faire ça, de ramener la philosophie dans nos vies pour qu'elle soit plus proche de nous, qu'on la comprenne, qu'elle ne nous fasse pas peur. Souvent, j'utilise mes bandes dessinées pour essayer de ne plus avoir peur de certaines choses, la littérature, un attentat, etc., un traumatisme, la perte de choses, du temps perdu, etc. Et je fais la même chose avec Humaine, trop humaine, avec humour, bien sûr. Donc je viens tirer les philosophes, les grands philosophes qui souvent nous impressionnent, je les tire un petit peu par la culotte, je les fais revenir parmi nous, et non pas pour me moquer d'eux unilatéralement, mais plutôt pour essayer de les comprendre, et parce que j'ai quand même du respect pour toutes les personnes, hommes et femmes, qui essaient de nous éveiller voilà, avec certes parfois un jargon philosophique, mais derrière ce jargon, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, je m'amuse avec tout ça dans ce livre. Hommes et femmes, vous invoquez une quarantaine de grands penseurs de notre temps. Il y a beaucoup d'hommes, peu de femmes. Oui, beaucoup d'hommes, parce que comme dans l'histoire des arts, dans l'histoire politique, etc., la pensée masculine domine. Donc l'histoire de la philosophie, c'est pareil. On ne sait pas pourquoi certaines philosophes, depuis l'Antiquité, ont été passées sous silence. Alors je prends un petit peu ma revanche. Comme disait Cabu, le dessin, c'est venger le lecteur. Donc en effet, j'égratigne pas mal de penseurs masculins. Certains sont féministes, d'autres absolument misogynes. Proudhon, par exemple, c'est vraiment le top du top en matière de misogynie. Bon, ça, c'est du pain béni pour une dessinatrice caricaturiste. Et j'aborde quand même, quelques femmes. Hannah Arendt, bien sûr. Qu'on retrouve en jury de la méchante star. Exactement, oui, pour évoquer la banalité du mal. Mais c'est vrai que je les égratigne moins parce que c'est plus facile de critiquer les dominants, quoi, donc les conquérants. Donc voilà, ça c'est un truc de dessinateur d'humour qui fonctionne comme ça, ouais. Que répondriez-vous à ceux qui disent que la BD est un divertissement au sens pascalien du terme, puisqu'on parle philosophie, qui consiste à la recherche désespérée, d'une forme de consolation dans le fait d'être soi? Oui, la BD peut être ça, en effet, une consolation, oui, c'est une très belle définition de la bande dessinée. Oui. Pascalienne, alors. Pascalienne, exactement. Pascal dit aussi le moi est haïssable. Oui, le moi est souvent présent dans les bandes dessinées et il n'est pas toujours haïssable. Ça dépend comment on le transforme en dessin. Mais bien sûr, mais là, de toute façon, la philosophie est partout dans nos vies, quoi. Je crois qu'elle permet de ne pas subir nos vies, en quelque sorte. Voilà. Et vos philosophes, à vous, restent vos grands héros du dessin? Je pense à Wolinski, bien sûr. Oui, Cabu, Wolinski et même Quentin Blake qui était cité dans mon discours. Sampé, bien sûr. Oui, Sampé, c'est Kant, c'est Nietzsche, c'est Pascal, c'est tout à la fois. Un dessin de Sampé, oui. Humaine, trop humaine, donc chez Dargaud, un livre génial et extrêmement drôle et qui remet effectivement la philosophie qui est dans nos vies, mais qui le fige sur ce bel ouvrage. Merci infiniment. Merci beaucoup. Catherine Meurice d'être venue nous en parler ce matin et Merci. Bravo encore pour votre entrée dans cette belle institution. On espère bien sûr que vous serez suivis d'autres autrices au féminin. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne fin d'année. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout de suite.